Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Charlotte Balavoine, conseillère politique au Parlement européen et membre du collectif Europe du PCF. Et c'est moi qui vais animer ce séminaire ce soir où nous avons Vincent Vicard qui est déjà connecté, qui est adjoint directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et responsable du programme scientifique sur l'analyse du commerce international et qui a écrit récemment un livre sur l'autonomie stratégique ouverte que je vous invite à lire, et va se connecter d'ici quelques minutes, on espère, Nasser Mansouri, qui est l'ancien responsable du secteur économique de la CGT, professeur aussi à Paris Marne-la-Vallée et membre honoraire du CESE, le Comité économique et social et environnemental. Donc ça sera nos intervenants pour ce soir. Je vais commencer tout de suite par une brève introduction avant de leur laisser la parole et en vous souhaitant d'ores et déjà une belle soirée. Donc, on est ici sur un séminaire sur quelle nouvelle phase de la mondialisation. Ce séminaire fait partie de la série de conférences sur le capitalisme vers un nouveau paradigme qui est donc organisée par la Fondation Gabriel Péri. Alors, avant d'entamer le fond du sujet, je vous invite à regarder en bas de votre écran. Vous avez une petite fenêtre qui vous permet de poser des questions et qui nous permettra donc au fur et à mesure de ce séminaire de pouvoir faire en sorte que les intervenants puissent y répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser. On ne peut pas céder la parole à chacun de visu parce que vous savez que lorsqu'on fait un webinaire, il y a souvent des problèmes de connexion, etc. Et donc, pour plus de facilité et afin de ne pas perdre de temps, on vous propose de passer par cette petite application-là. Voilà, donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, pourquoi cette conférence et pourquoi fait-elle partie du cycle sur le capitalisme et sur ses mutations? Donc, on va parler ici, bien évidemment, de la question de la mondialisation capitaliste. C'est une vieille notion. On situe même l'essor du capitalisme, en tout cas du capitalisme commercial et des premières formes de mondialisation autour du XVe siècle. C'est ce que Wallerstein appelait déjà l'économie monde. Or, évidemment, lorsque le système productif a évolué, les formes de mondialisation et son étendue ont également fortement changé également. On a eu beaucoup de transformations dans ce système. On pense évidemment à la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dans une phase bien plus avancée avec la révolution informationnelle sur laquelle on reviendra au fur et à mesure. Mais ces changements de mode de production se caractérise de façon globale par une volonté de suraccumulation du capital qui a conduit à l'essor du capitalisme moderne et qui s'est traduit de façon politique par différentes phases, notamment différentes phases de débouchés comme on y reviendra également plus tard, de production et d'exploitation des ressources. Il y a eu évidemment la phase du colonialisme. Aujourd'hui, on est sur une phase plus avancée qu'on pourrait caractériser d'impérialisme sur bien des aspects, et en tout cas sur des aspects qui traversent notre vie quotidienne aujourd'hui. On pense évidemment à ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui, mais ce qui se passe de façon plus silencieuse, mais néanmoins fort efficace en Afrique, avec l'exploitation des ressources directement par les multinationales, mais avec l'appui des anciens pays coloniaux et une guerre commerciale qui se joue entre différentes puissances. Ce qui a marqué ces dernières années, ces dernières décennies, c'est le passage d'une logique de bloc avec des interventions fortes au niveau de l'État-providence, que ce soit évidemment dans le cadre de systèmes socialistes comme dans le cadre de systèmes capitalistes, et par une volonté de lutte hégémonique à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue culturel. Depuis les années 90, on voit une accélération des mutations de ce système mondialisé, une multiplication, une accélération des crises également, notamment depuis le premier choc pétrolier, et ce que l'on espérait pouvoir être un monde multipolaire se retrouve être aujourd'hui un monde où la concentration des richesses et la concentration de la production est de plus en plus réduite à un nombre de multinationales, de grandes entreprises ou de grands acteurs au niveau international. Ce qui a aussi marqué ces dernières années, c'est l'apparition de nouveaux acteurs. On a évolué d'un monde unipolaire avec une hégémonie extrêmement forte de l'Amérique du Nord, en particulier des États-Unis, vers un monde
ou d'anciens pays du Sud sont devenus des puissances émergentes qui aujourd'hui participent pleinement à la guerre commerciale. On pense évidemment à la Chine, mais il y a également d'autres pays comme l'Inde ou comme le Brésil qui aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus important d'un point de vue économique au niveau mondial. On l'a vu notamment pendant la dernière crise pandémique. Cette nouvelle phase de la mondialisation s'est caractérisée aussi par l'imposition de règles de libre-échange toujours plus accrues et par le fait d'ancrer dans le marbre, je dirais, cette logique néolibérale, notamment au sein de l'OMC, mais également au niveau de la construction régionale d'un certain nombre de continents. Et je pense ici évidemment à l'Union européenne, qui, depuis l'acte unique en 86 et puis renforcée depuis 92 et Maastricht, s'est retrouvée dans une logique encore plus néolibérale qu'elle ne l'était auparavant. On a vu aussi ces dernières années une accélération des crises, je le disais tout à l'heure, avec cette concentration de plus en plus grande, mais toujours avec cette volonté pour le capital d'ouvrir de nouveaux marchés pour pouvoir répondre à une concentration de plus en plus importante et pouvoir répondre à cette logique de rentabilité et de profit, de surprofit qui en découle. Ça a généré d'un point de vue politique également, évidemment, des guerres. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'auparavant, il y a eu la guerre en Libye, la guerre au Mali. On pense également à la guerre en Irak qui est un petit peu plus lointaine pour nous aujourd'hui, mais qui a aussi répondu à cette volonté d'ouverture à de nouveaux marchés, ou tout simplement une ouverture de nouveaux marchés faite directement par des acteurs non étatiques. Et là, on pense évidemment à la question des multinationales, notamment pour l'exploitation des ressources. Je le disais tout à l'heure, par exemple, en Afrique, la République démocratique du Congo est un exemple assez concret en la matière en termes d'exploitation de richesses naturelles. Ça a généré un monde, et y compris dans des constructions telles que la construction européenne, qui est de plus en plus marquée par un centre et des périphéries. Et c'est d'autant plus marquant, et j'insiste sur cette notion de centre-périphérie au sein de l'Union européenne, où ces dernières années, notamment depuis la crise de 2008, on a vu émerger une périphérie de l'Union européenne, qui sont les pays du contour méditerranéen, face à un centre qui serait de plus en plus l'Allemagne et la France, à des pays qui sont en voie de sous-développement, je dirais, avec une imposition de plans d'austérité de plus en plus importants, et donc du coup une organisation politique et économique à l'échelle continentale qui a de plus en plus tendance à marcher à deux vitesses. Ça a été d'autant plus marquant pendant cette crise pandémique, où on a vu très concrètement des organisations continentales comme l'Union européenne qui ont échoué dans la gestion de cette crise pandémique, malgré la volonté initiale affichée de pouvoir négocier ensemble des vaccins, de négocier ensemble pour des masques avant cela, mais on a vu de plus en plus cette économie à deux échelles, avec des pays qui finalement ont une tendance à un refermement sur soi et à être en concurrence les uns avec les autres. Aujourd'hui, la crise pandémique a été elle-même aggravée par la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie. Je ne parle pas de toutes les crises de sous-développement qui ont lieu actuellement. On pourrait également parler de la crise de la faim ou de la malnutrition dans le monde, qui est quand même une des conséquences graves de ces dernières années et qui a été encore aggravée par la pandémie et aujourd'hui par la guerre en Ukraine et le fait qu'un certain nombre de denrées alimentaires sont bloquées. La crise énergétique, je pense qu'elle nous touche tous beaucoup plus particulièrement, avec, on l'a tous vu aujourd'hui, des augmentations énormes du prix de l'électricité, un marché de l'énergie qui est aujourd'hui en crise également, avec certains États qui ont décidé de suspendre leur participation et avec d'autres qui sont aujourd'hui obligés de commercer sur un certain nombre de biens, et notamment sur le gaz de schiste, avec les États-Unis qui étaient auparavant exclus de cette partie du marché énergétique. Donc tout ça pour dire que disons que l'étendue de la situation ne fait pas vraiment rire en ce moment, mais cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Et la première d'entre elles, c'est est-ce que oui ou non on est rentré dans une nouvelle phase de la mondialisation, une nouvelle phase du système économique. En même temps, on a vu par le passé que malgré ces différents chocs qui ont eu lieu, il y a une résilience quand même très grande du système néolibéral qui jusqu'à présent a réussi à se dépasser et à dépasser les crises qui lui ont été imposées, souvent par
par la force ou en tout cas de façon assez violente. D'un point de vue symbolique ou d'un point de vue réel. Une des caractéristiques aussi aujourd'hui, et qui est un nouveau phénomène, c'est l'ampleur des flux financiers et de l'évasion fiscale. Et donc, ces deux phénomènes sont-ils une nouvelle phase de la mondialisation ou non, et comment on peut analyser la résilience de ce modèle libéral. Donc, si tu veux bien, Vincent, je vais commencer par te laisser la parole sur cette question pour pouvoir y répondre. Et je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Vincent est donc l'adjoint au directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et également l'auteur de quoi l'autonomie stratégique ouverte est-elle le nom, terme sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans la soirée. Vincent, la parole est à toi. Merci Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, revenir peut-être d'abord, avant de s'interroger sur les mutations de la mondialisation, revenir un petit peu sur la situation de la mondialisation sur ces dernières années, ou voire ces dernières décennies. Parce que comme tu l'as évoqué, il y a eu un certain nombre de crises et qui se sont accélérées ces dernières années depuis la crise financière de 2008. On a eu le Brexit, on a eu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le conflit commercial qui a été initié par Donald Trump mais poursuivi par Joe Biden après son élection. On a eu la crise sanitaire et toutes les questions que ça a posées sur les ruptures d'approvisionnement dans un certain nombre de produits et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur les semi-conducteurs, mais de manière beaucoup plus large sur un certain nombre de produits de santé ou d'autres produits. Et plus récemment encore, donc la guerre en Ukraine et toutes les questions d'approvisionnement sur les hydrocarbures et notamment pour l'Union européenne, mais de manière plus large pour le monde. Et ce qui marque face à l'ensemble de ces crises, finalement, c'est la résilience du commerce international. Cette résilience, on peut, juste pour donner quelques chiffres, le commerce international, dès 2021, il avait déjà retrouvé son niveau de 2019. En 2022, il était près de 10% au-dessus du niveau de 2019 et 20% au-dessus du niveau qu'il avait atteint en 2010, c'est-à-dire après la crise financière de 2008. Donc voilà, on est vraiment sur une situation de plateau de la mondialisation, en tout cas de la mondialisation commerciale, un plateau à un haut niveau de mondialisation et d'ouverture commerciale au niveau mondial et qui intègre tous les acteurs au niveau mondial en termes d'ouverture commerciale en tout cas. Donc, cette situation finalement de stagnation à un haut niveau de mondialisation, elle a souvent été interprétée comme une rupture dans la mondialisation par rapport à la période précédente des années 90 et du début des années 2000 jusqu'à 2008. En fait, la manière dont il faut l'analyser, c'est d'abord comme un retour à la normale par rapport à une période qui était atypique, qui est la période des années 90 et des années 2000, qui est vraiment une période qu'on peut caractériser d'hypermondialisation, voilà, de paradigme libéral qui correspond à une ouverture très rapide des économies occidentales, mais de manière plus large, la montée en puissance d'un certain nombre d'économies émergentes, comme Charlotte l'a rappelé, sur la Chine en premier lieu, mais aussi d'autres acteurs, l'Inde, un certain nombre d'acteurs aussi en Afrique sur les produits primaires qui ont trouvé une place aussi dans cette mondialisation avec des exportations concentré sur vraiment l'extraction et un certain nombre de produits agricoles. Et voilà, donc une hypermondialisation qui correspond à plusieurs choses. D'abord, le développement de ce qu'on a appelé des chaînes de valeur mondiales, donc qui sont associées assez étroitement aux multinationales et au fait de séparer, de fragmenter la production dans différents lieux.
le fait qu'on a eu des baisses de droits de douane, des protections douanières, le démantèlement des protections douanières au niveau mondial et au niveau régional, avec des accords commerciaux régionaux. Alors, le premier étant l'Union européenne, mais de manière beaucoup plus large. On en a eu en Amérique du Nord avec l'accord de libre-échange nord-américain, le Mercosur en Amérique latine, d'autres en Asie ou en Afrique. Donc, un processus de réduction des barrières douanières au commerce et l'inclusion, après la chute du mur, l'inclusion des pays de l'Est, de la Russie et de la Chine, notamment au système commercial international et l'organisation de ce système commercial international autour de grandes règles qui sont concentrés en particulier dans l'Organisation mondiale du commerce qui fixe les règles, en tout cas qui définit les règles du commerce international relativement acceptées pendant cette période par l'ensemble des acteurs. Donc voilà, je pense qu'il faut partir de là sur cette résilience du système commercial international malgré ces crises, cette multiplication des crises. Voilà, sur les 8 dernières années, on en a eu presque une tous les 2 ans. Donc, ce qui est quelque chose de particulièrement important. Et pour donner un chiffre, par exemple, quand on regarde la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui sont les 2 premiers acteurs du commerce international aujourd'hui, on est dans une situation où sur la moitié du commerce entre ces 2 pays, il y a des droits de douane de 20%, ce qui est extrêmement important si on se replace juste avant ce conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. On avait des droits de douane qui étaient de l'ordre de 3 ou 4% en moyenne pour les pays riches en tout cas. Donc, on a une augmentation extrêmement importante et pourtant une résilience très, très importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de changements qui peuvent être importants et je pense qu'il faut souligner. Je vais en souligner 3 qui me paraissent importants de changements dans cette période, dans l'après, les années 2010, après la crise financière jusqu'à aujourd'hui. 3 changements qui me paraissent importants pour ce qui se passe aujourd'hui et comment analyser ce changement dans le régime de mondialisation dans lequel on est aujourd'hui par rapport à la période précédente et le type de mondialisation et de flux internationaux qu'on pouvait observer. Le premier, c'est l'existence de déséquilibres importants, de déséquilibres commerciaux importants entre les grandes régions du monde. Ces déséquilibres commerciaux, ils sont notamment quand on prend les 3 grandes régions du monde que sont l'Amérique du Nord, l'Asie et en particulier la Chine et l'Union européenne. On s'aperçoit qu'on a un grand pays qui est l'Amérique du Nord qui est en déficit commercial et largement en déficit courant, mais en déficit commercial, c'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent. Et 2 grandes régions du monde, l'Union européenne et la Chine, qui sont en excédent avec des exportations qui sont plus importantes que les importations. Et on peut aller sur le continent européen, on peut aller un peu plus à l'intérieur du continent européen. C'est des excédents qui sont concentrés sur certains pays et c'était évoqué dans l'introduction. On a effectivement une concentration de ces excédents dans certains pays, donc l'Allemagne en particulier, mais aussi les pays, l'Autriche, les Pays-Bas, les pays de l'Est de l'Union européenne, qui concentrent ces excédents commerciaux et qui ont un lien avec l'industrie et la désindustrialisation dans les partenaires commerciaux, parce que ça veut dire que si vous exportez plus que vous n'importez, ça veut dire que vous produisez plus que vous ne consommez, et donc ça veut dire que dans le reste du monde, il faut qu'il y ait des pays qui soient dans la situation inverse, donc qui produisent moins qu'ils ne consomment. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est aux États-Unis, et cette situation qui est prise à la base du discours de Donald Trump sur la mondialisation, sur la lutte contre ces déficits commerciaux qui ont un impact sur l'industrie et la désindustrialisation aux États-Unis. Donc, je pense que ces déséquilibres persistants, ils sont importants pour penser ce qui se passe dans le système de libre-échange tel qu'il était pensé jusqu'à maintenant. Parce qu'on pense souvent aujourd'hui à
aux États-Unis comme le mauvais acteur de la mondialisation qui a initié des conflits commerciaux, qui a refusé de nommer des juges dans l'organisation, dans le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, de façon à bloquer ces institutions multilatérales qui leur étaient défavorables. Mais si on se place du point de vue des déséquilibres, de ces déséquilibres persistants, qui n'ont aucune raison d'être aussi persistants, qui persistent depuis une décennie maintenant, eh bien, on s'aperçoit que les mauvais élèves de la mondialisation libérale, du libre-échange, sont peut-être plutôt les acteurs qui défendent ce système, l'Union européenne d'une part et la Chine d'autre part, qui sont les acteurs qui exportent leur déficit de demande, et notamment leur déficit de demande qui est lié à la compression des salaires. Voilà, la période d'augmentation extrêmement importante de l'excédent et en Chine et aux États-Unis, c'est une période d'augmentation des salaires moins importante que l'augmentation de la productivité et donc de constitution de ces excédents au détriment du reste du monde. Donc, je pense que pour comprendre les conflits qui ont pu émerger dans les années récentes, c'est important d'avoir en tête ces déséquilibres qui sont une nouvelle facette de la mondialisation. Les excédents chinois avaient commencé dès les années 2000, mais pour l'Union européenne, c'est une nouvelle dimension. Ces excédents vis-à-vis du reste du monde, les excédents allemands étant précédemment compensés par les déficits du reste de l'Union européenne et notamment des pays du sud de l'Europe jusqu'à la crise des dettes souveraines en 2010-2012. Donc ça, c'est un premier élément, à mon avis, de changement assez structurel dans le régime de mondialisation qu'on a pu voir dans les 10 dernières années. Le deuxième, c'est le rôle croissant d'un certain nombre de pays et notamment des paradis fiscaux. Donc, ces paradis fiscaux, c'est vraiment un acteur au centre, au cœur de la mondialisation de ces dernières années. Donc, les paradis fiscaux, pour revenir un petit peu sur la définition de ces juridictions ou de ces pays, c'est des pays qui se caractérisent non seulement par une faible taxation, que ce soit des individus ou des entreprises multinationales, et par une opacité qui permet à plusieurs personnes, qui permet aux entreprises ou aux particuliers de s'abstraire des règles nationales. Et c'est par ailleurs des juridictions qui, en général, ont plutôt de bonnes institutions et des niveaux de revenus par habitant relativement élevés, malgré pour certains des inégalités extrêmement fortes. Donc, il y a beaucoup de listes de ces paradis fiscaux, des listes officielles qui sont extrêmement restreintes. Dans la liste de l'Union européenne, il y a en gros une dizaine de juridictions. Mais si on prend les listes plus larges qui sont produites par les organisations non gouvernementales ou par les chercheurs, les économistes, on a une quarantaine de pays et en particulier, on a une quarantaine de pays qui incluent notamment des pays européens. Donc, pour ne pas les citer, l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse, Chypre. Dans certaines des listes, on a les Pays-Bas. Il y a des questions qui se posent sur leur inclusion ou pas dans ces listes. Mais voilà, c'est des acteurs qui sont au cœur du système et c'est des acteurs qui sont au cœur du système. Et maintenant, c'est relativement documenté, qui sont au cœur du système et au cœur des flux de capitaux internationaux. Il y a 50% des flux de capitaux qui passent par ces paradis fiscaux. Donc, que ce soit les investissements des multinationales, mais aussi les investissements financiers qui passent par ces paradis fiscaux, qui n'y restent pas, mais qui passent par ces intermédiaires. Et donc, la notion d'opacité de ce point de vue-là est à mon sens, importante. Le deuxième élément, c'est que c'est aussi des pays qui ont été sous les feux des projecteurs du fait de l'évitement fiscal qu'elles permettent. On sait que près de 40% des profits à l'étranger des multinationales sont localisés dans ces paradis fiscaux. Donc, c'est une dimension extrêmement importante. Les estimations qui sont disponibles font état de 200 milliards de pertes d'impôts au niveau mondial pour les pays d'activité des entreprises multinationales, donc des pertes de recettes fiscales extrêmement importantes. Et donc, pour des entreprises qui sont au cœur de la mondialisation et de ces chaînes de valeur mondiale qu'on a évoquées précédemment. Une autre dimension qui est un petit peu moins
qui est un petit peu moins mise en lumière en général sur ces paradis fiscaux, c'est que ce sont aussi des juridictions qui sont au cœur d'un type d'échanges internationaux que sont les échanges de services. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu moins mis en avant, mais les paradis fiscaux, ils représentent une part aussi extrêmement importante des échanges de services et une part croissante des échanges de services. Aujourd'hui, ils représentent en gros presque un quart des échanges de services aux entreprises. Donc, ces services aux entreprises, ça peut recouper de la logistique, des services financiers ou le fait de rémunérer de la propriété intellectuelle comme des royalties qui vont payer l'usage d'une marque ou l'usage d'un brevet pour une entreprise. Donc, c'est des services financiers, de manière générale, qui sont extrêmement dynamiques. Et ça remet en cause aussi une des parties de l'évolution récente et notamment toute une vision de la mondialisation récente qui est de dire que c'est une mondialisation qui est de moins en moins matérielle et de plus en plus immatérielle. Et notamment qui est basée sur le fait qu'on a de plus en plus d'échanges de services. Les échanges de services qui représentaient de l'ordre un peu moins de 20% du commerce international au début des années 2010, représente aujourd'hui 25% du commerce international. Donc, augmente plus vite que les échanges de biens. Et donc, c'est interprété par un certain nombre d'analystes et notamment d'universitaires et aussi de cabinets de conseil comme un changement de régime de la mondialisation qui irait vers des flux plus immatériels, qui prendraient le relais des échanges de biens. Et je pense que justement, le fait que des paradis fiscaux soient au cœur de ces échanges de services doit nous amener à questionner, et même dans le paradigme du libre-échange tel qu'il existe jusqu'à maintenant, doit nous amener à questionner la réalité de ces échanges et leur impact positif sur les acteurs et sur les pays qui sont impliqués. Voilà. Comment on doit considérer quand une entreprise multinationale va localiser sa marque dans un paradis fiscal et ensuite rémunérer cette marque, faire payer cette marque par l'ensemble de ses filiales qui sont localisées dans les pays dans lesquels elle produit. Ça, pour le coup, ce n'est pas une activité qui est liée à une division internationale du travail telle qu'elle est pensée dans la théorie du commerce international et les gains que ça peut procurer en termes de bien-être et de réduction des coûts pour les entreprises. Donc, on est vraiment dans des flux qui sont immatériels, donc difficiles à contrôler, et par ailleurs des flux qui ont une visée fiscale et qui se passe essentiellement à l'intérieur des entreprises. Et donc, je pense que c'est une des dimensions aussi de changement du commerce international, de flux qui n'ont pas la même valeur que les flux qui pouvaient être observés sur les échanges de biens dans les années 90 et 2000 et qui correspondaient, au moins dans une certaine mesure, à la réduction des coûts, à une organisation de la production qui est beaucoup moins ce qui est beaucoup moins le cas dans ces flux de services immatériels. Et une troisième dimension, à mon avis, qui est reliée et qui est directement reliée, c'est le rôle des entreprises multinationales, et notamment l'autonomisation des entreprises multinationales par rapport à leur pays d'activité. On oublie souvent aujourd'hui que sur les 2 dernières décennies, on a eu une explosion du rôle des multinationales, des entreprises multinationales, au niveau, dans le commerce international et de manière générale. Juste, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais pour donner un chiffre, la part des profits à l'étranger des firmes multinationales, elle représentait 4% des profits globaux en 1975, jusqu'au début des années 90. Au début des années 2000, on était passé à 8%. Donc, on avait déjà doublé la part des profits à l'étranger des multinationales dans les profits globaux des entreprises. Et à partir de 2010, on est à peu près à 15%. Donc, on a eu une multiplication par 4 de ces profits à l'étranger des multinationales, qui correspond vraiment au développement de ces entreprises multinationales à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui sont à l'origine de ces nouvelles formes d'organisation de la production au niveau international et ce qu'on appelle les chaînes mondiales de production,
qui fragmentent les processus de production dans différents pays, mais qui contrôlent, c'est ces entreprises multinationales qui contrôlent ces processus de production. Et je pense que c'est assez important aussi pour comprendre aujourd'hui la résilience du système de production international et du commerce international, parce que ces multinationales, elles se sont créées, elles se sont développées dans un système d'hypermondialisation. Et donc, elles ne peuvent pas se penser dans un système différent. En tout cas, c'est extrêmement difficile pour elles de se penser et de penser leur organisation dans un système différent. Et juste pour prendre un exemple qui, à mon sens, est assez parlant, pour prendre l'exemple d'Apple. Apple est souvent considéré, et à raison d'ailleurs, comme une entreprise extrêmement innovante. Ce qui est assez intéressant, c'est que son PDG actuel, Tim Cook, n'est pas à l'origine de l'innovation, contrairement au PDG précédent. Tim Cook, c'était le responsable de la logistique. C'est lui qui a organisé la chaîne de production d'Apple, des iPhones et des autres produits d'Apple en Chine. Et c'est ça qui est à l'origine du succès, en partie, qui a partie à l'origine du succès d'Apple par rapport à ses concurrents. C'est cette capacité à organiser sa chaîne de production et à pouvoir produire à des coûts faibles ces iPhones en Chine par des sous-traitants en Chine. Et donc, je pense que c'est assez intéressant de voir que cette logique d'organisation internationale de production, elle est vraiment au cœur de l'organisation des multinationales et au cœur de leur développement dans la période 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est assez important pour revenir sur la résilience du commerce international que j'ai évoqué au début. C'est assez important pour comprendre cette résilience du commerce international et le fait que les entreprises reviennent assez peu en arrière, malgré tous les chocs qu'on peut observer. Et si on prend encore Apple, Apple produit encore 100% de ses iPhones en Chine, 5 ans après le début d'un conflit commercial majeur entre les États-Unis et la Chine. Et donc, c'est sûrement cette résilience des chaînes de production d'Apple en Chine, elle vient aussi du fait que Apple s'est construit. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'organisation d'Apple et de la réussite d'Apple, ces chaînes de valeur et ces chaînes de production en Chine. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce début et laisser un peu la parole à Nasser. Merci beaucoup Vincent, pour cette première intervention qui est extrêmement dense et extrêmement intéressante. Et je pense que quand tu disais notamment sur les deuxièmes grands changements, la question des paradis fiscaux et des brevets, notamment sur les services, je pense qu'on en a vu l'exemple très concret pendant cette pandémie avec la question des brevets sur les vaccins, qui sont quelque chose d'assez nouveau au sein de l'Organisation mondiale du commerce, puisque sur tout ce qui touche à la santé, ces brevets ont été mis en place après 1994, et c'est ce qui a vraiment permis à ces entreprises de concentrer les technologies, alors que les savoirs même de production du vaccin ont été très largement partagés, notamment par les universitaires et par du coup le public. Donc on voit vraiment ici une accaparation par les multinationales une appropriation de ce qui peut être profitable et finalement laisser aux États le soin de gérer ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très différent et qu'on voit dans différents domaines de la production et qui nous touche très concrètement. On reviendra sur la question industrielle avec toi un peu auparavant, mais ça me semble être quelque chose d'assez essentiel dans la dernière période. Nasser, du coup, on a commencé ce séminaire en se posant la question de savoir si on est dans une nouvelle phase de mondialisation avec tous les changements qui ont été évoqués auparavant, ou est-ce que cette résilience du système néolibéral marque finalement une continuité dans cette mondialisation. Donc, je te laisse la parole également pour cette première question et en rappelant à tout le monde que Nasser est l'ancien responsable du secteur économique de la CGT et professeur d'économie également. Donc, je vous disais d'abord bonjour et excusez-moi, j'avais un problème de connexion, donc je n'ai pas écouté tout ce que a dit Vincent. Je suis certain que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Mais donc, une précision, j'étais responsable du secteur économique de la CGT, mais ce que je dis n'engage absolument pas la CGT. Donc, je précise pour que les choses soient claires. Donc, pour répondre à cette question que est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase de la mondialisation ou non, je pense d'abord peut-être qu'il faut s'interroger sur est-ce qu'on entend par la mondialisation en quelque sorte. Parce que
ce qu'on appelle la mondialisation, à mon avis, il faut vraiment la qualifier, il faut voir de quoi on parle. Je pense que cette mondialisation est un moment du développement du capitalisme. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si on prend un peu, parce que l'évolution du capitalisme, mais ça c'est un peu les travaux historiques qui le confirment, et sont des cycles de très long terme. L'évolution du capitalisme, c'est comme ça. Donc, il y a une période de grande, disons, un grand moment d'essor, et après, il y a aussi des périodes de grandes difficultés. Et donc, les crises systémiques du capitalisme, c'est ces moments de grandes difficultés qui durent plusieurs décennies. Et donc, dans ces périodes de longues difficultés, il y a deux aspects importants pour rechercher des solutions capitalistes à la crise du profit du capital. C'est ça l'enjeu fondamental pour le capitalisme. Et ces deux aspects, c'est d'abord les mutations technologiques. C'est-à-dire que par le progrès technologique, les nouvelles technologies, les capitalistes cherchent à trouver une solution à la crise de rentabilité du capital. Mais il y a un deuxième aspect, et ce deuxième aspect, c'est en quelque sorte des institutions qui accompagnent ces nouvelles technologies pour permettre que ces nouvelles technologies soient au service du capital. Voilà, donc je pense que ces deux combinaisons, la combinaison de ces deux facteurs qui explique, à mon avis, cette mondialisation que je qualifie donc de mondialisation capitaliste ou politiquement mondialisation libérale ou ultralibérale, si vous voulez, néolibérale. Donc, c'est quoi le fond? Du point de vue technologique, c'est ce qu'on peut appeler, suite aux travaux de Paul Bocara, la révolution informationnelle. J'y reviendrai parce que c'est extrêmement important de souligner la nouveauté par rapport à cette révolution informationnelle. Et c'est, bon, Vincent l'a évoqué aussi, c'est qu'avec cette révolution informationnelle, il y a une accélération du processus de segmentation des processus productifs. C'est-à-dire que les entreprises pourront s'installer dans d'autres pays et donc créer une chaîne mondiale donc, de production et après, bien sûr, d'activité et donc de valeur. Et peut-être l'élément important par rapport à ce passage, c'est que la chaîne de valeur de production est mondiale. La chaîne de valeur, la chaîne mondiale de production et d'activité est mondiale. La chaîne de valeur est aussi mondiale, mais la répartition de cette valeur mondiale est totalement inégale. Et ça, c'est un élément très, très important. C'est-à-dire que la transformation, en quelque sorte, de la production en valeur ne profite pas à tout le monde. Mais l'aspect, donc, institutionnel de la chose, c'est effectivement, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies en soi ne permettent pas, par exemple, la segmentation des activités productives. Et ce qui aussi doit être présent, c'est les politiques libérales, en quelque sorte, donc de déréglementation, de libéralisation, de concurrence et ainsi de suite, qui doivent permettre effectivement ces segmentations de processus productifs. Voilà. Peut-être une parenthèse, j'ouvre par rapport à ces nouvelles technologies, c'est qu'on n'est plus avec ces nouvelles technologies dans une division classique internationale du travail. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour revenir à la solution qu'on peut chercher par rapport à cette mondialisation capitaliste. C'est ce que j'appellerais une nouvelle configuration du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'illusion qui existait surtout au début, disons, dans les années 80, 90, 2000, y compris en France et notamment en France, c'était de dire que dans les pays qu'on appelle les pays industrialisés, on est les têtes pensantes, donc on va faire de la conception, la recherche, la conception, ainsi de suite. Et le reste du monde, et notamment les pays qu'on appelle les pays sous-développés, le Sud, les pays émergents, comme vous voulez, ils vont être les bras, en quelque sorte, du monde. Donc la tête va marcher dans les pays développés et les bras vont fonctionner dans les pays du Sud.
cette division classique internationale du travail n'est plus tenable. On constate effectivement que grâce à ces nouvelles technologies, les pays émergents montent aussi et donc se hissent vers le haut et dans les nouvelles technologies, et justement grâce à cette révolution informationnelle. Et donc, c'est ce que j'appelle une nouvelle configuration internationale du travail. Pour que la chose ne soit pas abstraite, par exemple, vous vous souvenez qu'une entreprise, disons, le chef, le PDG d'une entreprise française, Alcatel, avait dit qu'on entre dans une période donc des entreprises sans usine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans les pays, en France, il faut développer la recherche-développement. Et d'ailleurs, Vincent l'a évoqué, il faut développer les services et ainsi de suite. Et les entreprises, on va les fermer, donc d'où le processus de délocalisation et ainsi de suite. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans les pays comme, par exemple, la Corée, comme Taïwan, comme la Chine, comme l'Inde et ainsi de suite, vous avez une montée de ces pays dans les domaines des nouvelles technologies, par exemple l'avance de la Chine dans le domaine de 5G, qui est quand même extrêmement important. Je pense que ça, quand même, c'est un élément important, donc une nouvelle configuration internationale du travail qui s'oppose, qui est différent de la vision classique internationale du travail. Bon, maintenant, ce qui est quand même peut-être un élément qui, je disais par rapport à la dimension politique de la chose, c'est que ce que j'appellerais la contre-révolution capitaliste dans les anciens pays socialistes a été un élément qui a renforcé ce discours néolibéral, ce discours libéral par rapport à ce qu'est le développement du capitalisme. C'est-à-dire que cette mondialisation capitaliste, le discours politique de cette mondialisation capitaliste a été renforcé après la contre-révolution capitaliste dans les anciens pays socialistes, par quoi on appelle l'effondrement de l'URSS et des autres pays socialistes. Bon, effondrement, certes, mais il faut qualifier cet effondrement, à mon avis, c'est une contre-révolution capitaliste. Bon, maintenant, quelles sont donc une caractéristique principale de cette mondialisation capitaliste? Je pense que pour répondre à la question de nouvelle phase, effectivement, il faut répondre à ça. Et Vincent l'a évoqué aussi d'une autre manière. Je pense qu'un premier élément qui est fondamental, c'est la mise en concurrence des systèmes socioproductifs, effectivement, grâce à ces politiques libérales de libéralisation et de déréglementation des économies. Cette mise en concurrence, c'est parfois direct, par exemple, une entreprise qui ferme en France et donc qui s'installe dans les autres pays, c'est la question de délocalisation. Mais cette mise en concurrence, c'est aussi une mise en concurrence des systèmes de protection sociale. Et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, avec la bataille contre la réforme de la retraite, on le voit, l'un des arguments que le gouvernement avance, c'est que vous voyez dans les autres pays, le système de retraite, les gens travaillent jusqu'à je ne sais pas quand, donc les Français sont... voilà, il faut qu'ils acceptent aussi. Voilà. Donc, on met en concurrence aussi les systèmes de protection sociale. Peut-être un autre élément, c'est la protection de l'environnement aussi. C'est-à-dire que les normes environnementales sont aussi tirées vers le bas, de la même manière que le capital veut, à partir de cette mise en concurrence, tirer vers le bas les normes sociales. Il y a aussi une tentative d'abaissement des normes de protection de l'environnement. D'ailleurs, là, on le voit, il y avait un débat récemment sur l'usage des pesticides pour les betteraves. Et là, on voyait que, par exemple, les gens en France disaient les Allemands ne le font pas, pourquoi il faut que nous le fassions? Et on ne disait pas que les Allemands devraient le faire aussi. Voilà, vous voyez, donc c'est une mise en concurrence pour abaisser les lois. Et après, c'est aussi une mise en concurrence des systèmes fiscaux. Et d'ailleurs, Vincent l'a évoqué, c'est bien sûr une dimension importante, c'est les paradis fiscaux, mais c'est aussi l'abaissement de la fiscalité sur le capital et sur les hauts revenus. Voilà, donc c'est une mise en concurrence des systèmes socioproductifs avec au moins ces 4 dimensions. Mais une deuxième caractéristique donc, de cette mondialisation,
c'est une accumulation d'un capital financier énorme. Et ce qui est encore peut-être plus important, c'est la généralisation des normes de rentabilité de ces capitaux financiers. Peut-être que ça, c'est un élément extrêmement important. Et cette exigence de cette dictature, en quelque sorte, des marchés financiers et des normes de rentabilité des capitaux les plus puissants s'applique partout dans le monde et partout dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les entreprises petites, grandes, que ce soit le secteur privé ou le secteur public. Et c'est d'ailleurs à l'aune de ça qu'on peut, par exemple, voir pourquoi il y a des régions entières dans le monde qui sont abandonnées. On voit que, par exemple, la gestion des services publics est de plus en plus et donc subordonnée aux critères de la gestion privée et ainsi de suite. Mais je l'ai évoqué, peut-être une troisième caractéristique qui, à mon avis, vraiment c'est important, c'est ce que je disais, c'est ce que j'appellerais une nouvelle configuration internationale du travail qui permet effectivement, qui change en quelque sorte le paysage par rapport aux relations économiques internationales, mais au-delà, il y aura aussi des conséquences politiques et géopolitiques importantes par rapport à ça. Maintenant, si, pour reprendre toujours à répondre à la question, donc à partir de ça, peut-être 4 constats ou 4 conclusions qu'on peut tirer à partir de ces éléments pour effectivement répondre à la question qui nous est posée. La première, c'est que donc, la mondialisation n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc la mondialisation est un processus historique et le fruit donc, de l'action donc, des êtres humains dans la société capitaliste pour l'instant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il est possible de changer le contenu de cette mondialisation. Donc, ce qui est en cause, et je pense que c'est extrêmement important ce point, ce qui est en cause, ce n'est pas que les peuples puissent communiquer entre eux. Ce n'est pas que, par exemple, les travailleurs puissent aller dans un pays, se déplacer dans les différents pays. Et ce qui est en cause, ce n'est pas que les capitaux, par exemple, français, puissent aider au développement des pays africains ou des autres pays. Ce n'est pas ça. Ce qui est en cause, ce n'est pas les relations entre les peuples. Ce qui est en cause, c'est le contenu aujourd'hui de ces relations qui, effectivement, créent des exclusions au profit du capital. Le deuxième élément de conclusion et de constat important, à mon avis, c'est que cette mondialisation a des acteurs et des vecteurs. Et ces acteurs et vecteurs, Vincent l'a évoqué aussi, c'est bien sûr les firmes multinationales, je ne vais pas développer, mais d'habitude, lorsqu'on parle des firmes multinationales, on a en tête bien sûr des grandes entreprises, mais cette segmentation des processus productifs et cette généralisation des normes de rentabilité font que nous avons aussi ce qu'on peut appeler les sous-traitants des grandes entreprises qui aussi qui jouent en quelque sorte comme des firmes multinationales. C'est-à-dire que nous avons aussi des délocalisations, c'est-à-dire les petites entreprises, moyennes entreprises sous-traitantes des firmes multinationales parfois sont obligées de suivre en quelque sorte les firmes multinationales, ce qui explique effectivement ce qu'on appelle les délocalisations en cascade. Le deuxième acteur important, c'est les États. C'est-à-dire que cette mondialisation capitaliste est intimement liée aux politiques et aux stratégies des États. Et troisième élément important, c'est que acteur important dans cette mondialisation, c'est évidemment les institutions internationales. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, et ainsi de suite. C'est-à-dire les institutions qui obligent en quelque sorte mais les États de mettre en place des politiques libérales au profit du capital. Mais, point important, ces institutions internationales émanent des États. Autrement dit, de la même manière que lorsqu'on parlait d'un changement de contenu de la mondialisation, j'y reviendrai, ça veut dire qu'il est possible d'intervenir et il est absolument nécessaire
d'intervenir à ces niveaux. Troisième peut-être élément, c'est que, contrairement à ce qu'on entend parfois, l'Union européenne et en son sein de la France ne sont pas des victimes de cette mondialisation capitaliste. Elles en sont des actifs, des acteurs et des vecteurs. Et voilà. Et donc, le dernier élément, c'est que malgré tout, cette mondialisation capitaliste ne met pas fin à l'État-nation, et d'où, effectivement, à mon sens, la poursuite des stratégies impérialistes. C'est-à-dire donc que cette mondialisation capitaliste, contrairement à ce qu'on disait, ça veut dire les libéraux disaient que vous allez voir, cette mondialisation va entraîner la paix, le progrès, tout ça. Non, cette mondialisation a renforcé les stratégies impérialistes. Et on le voit aujourd'hui, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais peut-être c'est, à mon avis, l'une des clés de lecture de la guerre en Ukraine, cette intensification des stratégies impérialistes, ayant à l'esprit aussi la contre-révolution capitaliste, par exemple, en Russie, avec ses conséquences économiques, sociales et politiques désastreuses. Voilà. Donc, à partir de ces éléments-là, à mon avis, on peut répondre à cette question de est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase de la mondialisation ou non. Bon. Vincent a donné des éléments extrêmement importants qui montrent effectivement qu'il y a des nouveautés. Mais je pense que si on regarde un peu entre guillemets, les fondamentaux de cette mondialisation capitaliste, on constate que sur le fond, les tendances fondamentales de cette mondialisation capitaliste continuent toujours. Donc, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui est les tendances fondamentales de cette mondialisation. Bon, je donne deux exemples, je l'ai évoqué. L'un d'eux, c'est la réforme des retraites en France. La réforme des retraites en France, c'est une réponse libérale, capitaliste, pour justement satisfaire les exigences des capitaux financiers. Malgré tout ce qu'on veut dire, au fond, sur le fond, il s'agit de ça. Deuxième exemple, le refus des pouvoirs publics de taxer ce qu'on appelle les super-profits. Les super-profits. Après, bon, il y a eu une pression, des luttes qui, justement, ont obligé les pouvoirs publics d'accepter une forme de taxation, mais politiquement, on a vu au départ qu'il y avait un refus. Voilà, donc sur le fond, je peux donner beaucoup d'autres exemples, mais sur le fond, ces tendances fondamentales de la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire la mise en concurrence des systèmes socioproductifs et la dictature de la finance, persistent. Mais il y a quand même des éléments nouveaux. Bon, Vincent les a évoqués. Moi, à ma manière aussi, je vais essayer de les rémunérer. Mais je pense que ce qui est important, c'est, pour répondre à ces éléments nouveaux, il faut avoir à l'esprit que cette mondialisation libérale a eu des conséquences économiques, sociales et environnementales graves. Et donc, dans le monde, il y a eu une prise de conscience. Et donc, il y a eu un mouvement de protestation contre cette mondialisation libérale. Et donc, il y a un changement, il y a quand même des nouveautés dans les pratiques des acteurs et vecteurs de cette mondialisation libérale, mais ce changement, à mon avis, s'explique dans une très large mesure. Un, par les luttes et par les mouvements de protestation, et deuxièmement, par les souffrances et la traduction de ces souffrances par exemple, des éléments comme la montée de l'extrême droite et des tendances fascisantes dans les pays, entre guillemets, développés. Voilà. Donc, maintenant, à partir de là, quel est, par exemple, un élément nouveau? C'est, par exemple, ce qu'on appelle la relocalisation des activités. Depuis quelque temps,
on constate effectivement qu'il y a une petite tendance faible de relocalisation des activités donc, vers les pays hôtes des firmes multinationales. Mais c'est très limité. D'ailleurs, Vincent l'a dit, y compris par rapport aux aspects productifs. C'est très limité. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'imaginer que les entreprises françaises, par exemple, qui ont délocalisé, vont pouvoir rapatrier, entre guillemets, toutes leurs activités en France. Aujourd'hui, les processus productifs sont tellement impliqués et complexes qu'on ne peut pas avoir une relocalisation complète. Donc, il y a des limites. Mais ces limites, c'est aussi lié, par exemple, à ce qui est, on va dire, la stratégie des États. Par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, on constate qu'à cause, justement, par exemple, de la guerre en Ukraine, la dépendance énergétique de l'Europe a augmenté, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et aujourd'hui, les entreprises allemandes parlent d'une délocalisation vers les États-Unis, juste parce qu'effectivement, en lien avec cette crise énergétique. Voilà. Donc, au niveau donc, des firmes multinationales, quelques éléments nouveaux, c'est ce qu'on appelle les relocalisations, mais ces relocalisations, toujours dans le cadre de la stratégie du capital d'augmenter sa rentabilité. Donc, avec donc, ces limites. Au niveau des États aussi, on a un changement de discours. Disons un changement. Il y a des éléments de discours qui ne sont pas, qui en quelque sorte sont différents par rapport à ce qui est le discours traditionnel libéral. Par exemple, si je prends toujours le cas de la France, on a vu pendant la campagne présidentielle la politique industrielle et la réindustrialisation ont refait surface. Et donc, par exemple, y compris l'actuel président de la République a parlé de ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde sur le fond, par exemple, il nous parle de la politique industrielle, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des politiques, on voit qu'il ne s'agit pas d'une politique cohérente. C'est-à-dire que leur politique industrielle, à mon avis, est totalement incohérente avec une vraie politique industrielle où vous devez avoir une politique économique cohérente, une politique énergétique cohérente. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails, éventuellement, dans la discussion, on peut y revenir. Voilà, donc je pense que le fait qu'ils en parlent, c'est bien. Je pense que c'est bien, mais en même temps, il faut être lucide que parler de ça ne suffit pas. Derrière, c'est vraiment la logique du système. Est-ce que la logique du système est mise en cause ou non? À mon avis, non. La même chose, en termes de tonalité, dans les institutions internationales, il y a maintenant un peu plus d'insistance, par exemple, sur la lutte contre les inégalités. Et oui, mais lorsqu'on regarde sur le fond, les politiques, par exemple, d'ajustement structurel, les politiques libérales et tout ça demeurent le mot d'ordre de ces institutions internationales. Maintenant, peut-être pour revenir à ces aspects donc, de nouvelle phase, parce qu'on parle beaucoup de relocalisation, je pense que ces relocalisations, dans la mesure où elles obéissent à la logique toujours de rentabilité, de recherche de profit maximal pour les capitalistes, à mon avis, sont en quelque sorte une poursuite de la mondialisation capitaliste et donc avec les contradictions de cette mondialisation capitaliste. Je m'explique. Supposez que, par exemple, une entreprise française est délocalisée vers le Maroc. Et maintenant, on va relocaliser vers la France. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il s'est passé qu'au Maroc, il y a eu beaucoup d'investissements, bon, bien sûr, les firmes françaises aussi, mais aussi des investissements locaux pour que cette entreprise française s'installe au Maroc. Bon, les travailleurs marocains ont été surexploités. Peut-être que les normes environnementales n'ont pas été respectées.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va relocaliser l'activité vers la France, ça veut dire qu'on va fermer l'usine qu'on a créée au Maroc et on va abandonner les salariés marocains. Vous voyez, donc c'est ça, à mon avis, cette logique, le danger, le risque de cette relocalisation, c'est encore l'abandon des peuples qu'on a surexploités et qu'on va aujourd'hui abandonner parce qu'on veut chercher, ou ça veut dire les capitalistes, chercher toujours des profits plus importants. Voilà. Donc, sur une nouvelle phase, je pense qu'il y a des éléments nouveaux, mais sur le fond, il n'y a pas un vrai changement donc, de cette mondialisation capitaliste, ce qui nous amène effectivement à une question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut changer cette mondialisation, le contenu de cette mondialisation, et si on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des leviers d'action pour le faire? Mais je m'en arrête là et puis Alors, attends. on y revient. Très bien, je te remercie Nasser, tu as y compris, c'était extrêmement intéressant et tu as y compris avancé sur plusieurs questions que je m'apprêtais à te poser et sur lesquelles on va revenir par la suite. Dans l'exposé que tu viens de nous faire, tu as dit beaucoup de choses. Et parmi celles-ci, tu as dit à un moment donné, et c'est un constat que je partage, aujourd'hui, l'Union européenne et la France ne sont pas des victimes, mais des acteurs de cette mondialisation. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour toutes les batailles que l'on peut mener, puisque très souvent, on a tendance à nous dire, mais on ne peut pas faire autrement, c'est l'OMC, on ne peut pas faire autrement, c'est l'Union européenne. Non, aujourd'hui, y compris au sein de l'Union européenne, ceux qui décident in fine, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire les représentants des gouvernements. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron nous parle de baisser les salaires, de revenir sur le système de retraite, c'est aussi parce qu'il a un projet non seulement pour la France, mais il a aussi un projet politique et économique pour l'Europe qui est d'aller toujours plus en avant, et tu l'as dit aussi, vers une concurrence entre les différents travailleurs et les différentes populations. Je pense que c'est très important, et y compris quand on dit ça, ça veut dire qu'aussi, je pense qu'une des grandes leçons de l'histoire actuelle, c'est qu'il faut sortir du manichéisme qu'on nous vend dans les films américains où il y a toujours les bons et les méchants d'un côté. Aujourd'hui, qui dit acteur capitaliste dit aussi contradiction au sein de ce capitalisme, au sein de cette classe dominante, au sein de la bourgeoisie. Et c'est ce qui génère aussi, et tu l'as évoqué, ces questions d'impérialisme. Et je pense que la guerre en Ukraine aujourd'hui en est un bel exemple, puisque on voit où les velléités impérialistes peuvent mener, y compris d'un côté comme de l'autre, avec aujourd'hui une puissance russe qui a une volonté politique de grande Russie, mais aussi une volonté économique d'étendre son capital et sa suraccumulation du capital, et de l'autre côté, un jeu qui est fait avec les Américains et où finalement l'Union européenne aujourd'hui joue le rôle de l'alignement par rapport à cette politique nord-américaine et notamment par rapport à l'expansion de l'OTAN. Tu as évoqué, tu as bien fait de le faire, la question de l'industrialisation, et j'aimerais qu'on revienne sur cette question-là avec Vincent peut-être, sur cette question industrielle et notamment sur tout le discours qui est développé par l'Union européenne aujourd'hui d'autonomie, stratégie ouverte. Évidemment, on pense tout particulièrement aujourd'hui à la question d'autonomie en termes d'énergie, puisqu'on traverse une crise énergétique. Et donc, plusieurs questions qui sont soulevées. Quelle est la différence entre l'autonomie stratégique et ce que l'on a pu développer depuis des décennies sur la question de la souveraineté en termes énergétiques, par exemple, et en termes industriels, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est un petit peu sur ce que disait Nasser, sur beaucoup de discours et finalement pas beaucoup de changements, ou est-ce qu'il y a un vrai projet de société? Et puis, j'en profite aussi avant de te laisser la parole pour dire qu'on a commencé à avoir des interrogations et des commentaires dans le chat, et notamment une question de Jean-Jacques à laquelle tu pourras peut-être répondre. Si les multinationales délocalisent leur production et leurs services, donc les emplois, font de l'évasion fiscale, quel est l'intérêt de leurs États d'origine de les laisser faire, voire de les soutenir aujourd'hui dans leur velléité au niveau international? Et il y a également, on y reviendra sans doute après, mais la remarque faite par Denis Durand qui dit un trait frappant et très nouveau des réponses aux crises successives survenues depuis 2008 et l'énorme accroissement des quantités de monnaie créées par les banques centrales et déversées, quoi qu'il en coûte, sur les marchés financiers, en contradiction avec la doctrine qu'elles professaient jusque-là.
Il y a là un changement de dimension dans le soutien public apporté à l'accumulation du capital privé, mais aussi un facteur déterminant dans le retour d'une forte inflation après 30 ans de désinflation néolibérale. N'est-ce pas révélateur d'une véritable crise de la mondialisation capitaliste et donc aussi révélateur des potentialités existantes pour une autre mondialisation mettant en cause la logique capitaliste? Je propose que cette question-là, on la garde pour la suite parce que dans une troisième partie, on reviendra sur les alternatives. On va se concentrer d'abord sur cette question industrielle, si vous voulez bien. Et il y a une dernière question qui nous est faite dans le chat de Frédéric Bocara. Que pensez-vous de l'Inflation Reduction Act qui valide les subventions massives de l'État états-unien à ces multinationales? Cela semble aller à l'encontre des règles de l'OMC mises en place durant les années 90, alors une nouvelle phase. Donc, je te laisse d'abord répondre, Vincent, sur cette question industrielle et sur cette question de l'autonomie stratégique ouverte. Merci. Oui, je pense que notamment sur l'IRA, je pense qu'on pourra y revenir à la fin. Voilà, je pense que c'est assez révélateur d'un nouvel attelage qu'on peut avoir entre industrie nationale, politique environnementale et sécurité. Donc, je pense que c'est un des aspects qu'on pourra évoquer un peu plus tard. Oui, donc Nasser l'évoquait un petit peu sur la question des relocalisations. Donc, on entend beaucoup ces termes de relocalisation, de réindustrialisation, de régionalisation, etc., en anglais de nearshoring, donc de rapatrier la production dans les grandes régions que sont l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. Donc voilà, on entend beaucoup ces termes-là. On a commencé à beaucoup les entendre suite à la crise sanitaire, avec l'idée que les multinationales adapteraient leur comportement suite aux frictions qu'on a pu observer sur leur chaîne d'approvisionnement durant la crise du Covid, les confinements, les questions qui se sont posées pour le transport maritime, etc., etc. Et je pense que il faut s'interroger sur quelles sont les incitations des entreprises multinationales. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des entreprises multinationales qui se sont construites dans une période d'hypermondialisation, qui se sont construites sur cette segmentation des processus de production et cette localisation de certaines étapes de production dans des pays lointains pour certains et dans des pays proches, parce que faut pas oublier qu'au niveau de l'Union européenne, ces chaînes de production, elles sont aussi au sein de l'Union européenne et notamment avec un certain nombre d'activités industrielles qui se sont localisées dans les pays de l'Est de l'Europe. Donc, une division aussi du travail qui s'est fait entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc, faut pas l'oublier, il ne faut pas penser tout de suite les questions de délocalisation comme des questions lointaines qui mettraient en jeu des usines forcément en Asie, en Chine, en Inde ou au Vietnam. Un des aspects qui me frappe, c'est que quand on regarde les données, il ne se passe pas grand-chose. Et Nasser l'évoquait, on parle beaucoup de relocalisation, on a quelques exemples, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Comme je l'évoquais au début, le commerce international a été particulièrement résilient. Il a retrouvé son niveau assez rapidement après la crise sanitaire. Et on voit assez peu de réactions des entreprises multinationales. Même dans le cas de la guerre en Ukraine, il y a eu des études qui ont regardé un petit peu ce qui s'était passé pour les firmes multinationales occidentales. Est-ce qu'elles avaient désinvesti de Russie? Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a en gros 9% des multinationales occidentales qui étaient présentes en Russie qui ont désinvesti aujourd'hui, un an après. Malgré les appels à désinvestir, à sortir du marché russe, etc. Et donc, pour ces entreprises de l'Union européenne et des pays du G7, il y a finalement une réaction qui est relativement limitée par rapport au choc qu'on a pu observer. Donc voilà, donc on est vraiment dans une situation où finalement, malgré les discours politiques qu'on peut avoir sur ces questions de relocalisation, etc., on a assez peu d'effets. Et finalement, il faut se poser comme question, c'est dans quel secteur on a vraiment des politiques qui sont mises en place. Puisque les multinationales, elles n'ont pas de raison, si on repense à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, on voit mal quelle est la localisation de leurs activités qui aurait pu leur permettre d'éviter les ruptures d'approvisionnement qu'elles ont pu connaître. Il y a eu des confinements dans tous les pays. Ça a d'abord commencé en Chine, mais très rapidement, on a eu des confinements en Europe.
on a eu des confinements dans toutes les régions du monde. Et donc, il n'y a pas d'incitation pour ces entreprises multinationales, suite à ce choc qu'on a pu observer, à se dire, il n'y a pas d'incitation claire à se dire, si j'avais localisé ma production plus proche ou dans mon pays d'origine, j'aurais évité ces ruptures d'approvisionnement, j'aurais évité ces difficultés pour pouvoir maintenir ma production. Et donc, du point de vue des entreprises multinationales, ce qui compte, c'est les politiques qui sont mises en place par les États. Et c'est là où on arrive à ces nouvelles politiques qui sont mises en place. Donc, ça a été évoqué dans les questions, il y a eu l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Toutes ces politiques-là, qui sont relativement récentes, elles ont un dénominateur commun, c'est l'aspect géopolitique. Je pense qu'il faut, pour le coup, c'est vraiment, ça va au-delà du discours. Il y a vraiment une sorte de basculement de ce point de vue-là, de basculement vers un monde plus géopolitique, où les liens économiques peuvent être utilisés, ce qu'on appelle l'arsenalisation du commerce, mais voilà, les liens économiques peuvent être utilisés par les États. Et donc, la question qui se pose, ce n'est pas seulement des chocs qui pourraient avoir, une crise sanitaire, une catastrophe naturelle qui pourrait affecter les entreprises dans leur processus de production. Ce n'est pas seulement un choc externe qui arrivera de nulle part. La question qui se pose, c'est comment les États pourraient utiliser les activités économiques, pourraient utiliser les liens économiques pour imposer des visées politiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas dans les discours qui sont portés notamment au sein de l'Union européenne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour l'Union européenne. L'Union européenne, elle s'est construite sur un marché unique, sur une déréglementation du marché, sur des règles de concurrence qui prévalaient sur les politiques plus ciblées, les politiques industrielles plus ciblées qu'on pouvait voir dans d'autres pays. Donc vraiment, cette organisation, par des règles du marché unique, par des règles de concurrence qui empêchaient les gouvernements d'aider certains acteurs, de façon à préserver une concurrence équitable entre les différents acteurs dans les différents pays au sein de l'Union européenne. Ce qui se poursuit au niveau mondial avec l'Organisation mondiale du commerce, qui aussi a pour vocation à limiter ces aides des États qui pourraient avoir un effet sur la concurrence au niveau fausser la concurrence au niveau international. Donc vraiment, pour l'Union européenne, c'est quelque chose qui est dans son ADN, le fait d'avoir ces règles du commerce international. Et donc, le fait de rentrer dans un monde plus géopolitique où ce commerce international, les règles du commerce international peuvent être tordues ou en tout cas contournées et où les États peuvent utiliser ces liens économiques, on rentre dans un monde qui n'est pas un monde qui est adapté à la politique de l'Union européenne telle qu'elle est pensée initialement. Et donc, c'est ça qui a amené donc, la guerre en Ukraine et les questions sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole russe. Elles sont un exemple flagrant justement de cette utilisation des liens commerciaux pour imposer des visées politiques. Mais on avait des exemples qui étaient préexistants, en fait, et donc ce n'est pas un phénomène qui date de la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça que c'est sûrement un basculement qui est sûrement un changement de paradigme, au moins pour l'Union européenne, un basculement qui est sûrement plus important que seulement ce qui s'est passé dans les dernières années, qui a sûrement accéléré. Mais si on revient en arrière, la Chine a imposé des sanctions contre la Lituanie, un embargo contre la Lituanie suite à l'ouverture d'une représentation de Taïwan à Vilnius. Il y a eu des sanctions aussi contre des sanctions chinoises contre pas la Nouvelle-Zélande, mais excusez-moi, mais un pays dans la région qui avait critiqué la politique de lutte contre le Covid chinoise. Voilà, il y a eu un certain nombre d'événements préexistants, et puis il y a eu aussi un certain nombre d'irruptions du politique dans l'économie, et notamment un événement marquant en Allemagne, ça a été le rachat par une entreprise chinoise, un fonds chinois, d'une pépite allemande de la robotique qui s'appelle KUKA,
qui a été racheté par une entreprise donc chinoise, là où les Américains, il y avait une filiale américaine de cette même entreprise, là où les Américains sont opposés au rachat par cette entreprise chinoise, les Allemands ne se sont pas opposés au rachat, et il s'avère que tous les brevets ont été aspirés par l'entreprise chinoise, et que KUKA a déposé le bilan quelques années après. Et donc, ça a été une sorte de traumatisme dans lequel il y a une éruption du politique, une éruption d'entreprises d'État chinoises sur le marché allemand, et donc une prise de conscience, en tout cas, petit à petit, mais une prise de conscience qu'il y avait sûrement des instruments de défense des entreprises du marché, des entreprises allemandes à mettre en place. Et donc, toutes ces politiques, elles se sont mises en place au niveau européen sous l'ombrelle de ce qu'on a appelé l'autonomie, enfin ce qu'on appelle l'autonomie stratégique ouverte. Donc, ce qui est un concept assez large et assez flou, et un concept qui se construit au fur et à mesure. Parce que, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour l'Union européenne et pour la Commission européenne. Mais si on se rappelle, la Commission européenne, elle s'est elle-même désignée comme la dernière commission donc de von der Leyen, c'est elle-même désignée comme une commission géopolitique. Donc, avec cette vision déjà, à l'époque, de mettre en place des outils pour un nouveau monde dans lequel le géopolitique aurait une importance plus importante. Et donc, ça correspond à quoi cette autonomie stratégique ouverte, cette politique d'autonomie stratégique ouverte? De manière générale, l'objectif, c'est de réduire les dépendances et de renforcer le marché unique, la résilience de l'économie européenne. Le mot résilience, on l'entend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste extrêmement large et extrêmement vague. Mais de manière générale, l'idée est de maintenir la souveraineté économique de l'Union européenne et donc, d'une certaine manière, la capacité à agir des pays européens et de la Commission européenne sans contrainte extérieure. Donc, de pouvoir décider par soi-même et pour soi-même. Et donc, cette logique, elle se décline en différents types de politiques. Un certain nombre de politiques étaient préexistantes et d'instruments étaient en développement, étaient préexistants et ont été mis en cohérence sous l'ombrelle de cette autonomie stratégique ouverte. Et puis, il y a d'autres politiques qui ont été vraiment développées dans ce sens-là ou qui sont en développement dans ce sens-là. On peut distinguer 3 séries d'instruments. Alors, la première série d'instruments, l'objectif, c'est de renforcer la résilience et de réduire les dépendances stratégiques. Donc ici, on a 2 choses différentes. Réduire les dépendances stratégiques, c'est-à-dire s'interroger sur les importations. Qu'est-ce qu'on importe? Sur quoi on est vulnérable? C'est-à-dire sur quoi on peut dépendre de production à l'étranger qui peut éventuellement être utilisée par des États étrangers. Typiquement, l'exemple typique, c'est le pétrole et le gaz russe. La dépendance au pétrole et au gaz russe, on a bien observé sur cette dernière année. Mais c'est beaucoup plus large, ça peut être les métaux stratégiques, les métaux rares, les terres rares dont l'extraction et le raffinage est concentré en Chine. Ça peut être dans le secteur pharmaceutique, un certain nombre de composants dans le secteur des principes actifs, par exemple, qui sont largement produits en Chine et en Inde. Ça peut être les semi-conducteurs qui sont extrêmement concentrés aussi à Taïwan et en Corée du Sud. Voilà, c'est déjà s'interroger sur et identifier ces vulnérabilités. Il y a tout un travail de la Commission européenne sur cette dimension. Et ensuite, c'est là où finalement on n'a pas encore beaucoup de dimensions et on n'a pas encore beaucoup de politiques mises en place, c'est comment réduire ces vulnérabilités. Et ça, pour le coup, on a beaucoup moins de politiques qui sont mises en place. Et c'est là où on revoit aussi une tendance, c'est-à-dire à ressortir tout le temps les mêmes questions, les mêmes solutions. Et donc, ça pose la question de est-ce que ce concept d'autonomie stratégique, c'est un enrobage ou pas? Moi, je pense qu'il y a une dimension vraiment structurante qui va changer les choses. Mais on peut prendre un exemple, typiquement, un des instruments qui est évoqué pour réduire la dépendance sur les métaux rares, c'est de négocier de nouveaux accords commerciaux. Sachant que il y a 5 ans, on proposait de négocier de nouveaux accords commerciaux pour d'autres raisons.
c'est une des politiques fondamentales de la Commission européenne, cette négociation d'accords commerciaux régionaux avec différentes régions du monde. Et donc, voilà, il y a une réutilisation des mêmes instruments, et donc qui pose la question de voilà, comment développer de nouveaux instruments, et donc qui pose aussi la question de la réelle mise en place d'une vraie politique visant à réduire les vulnérabilités, et qui pose aussi la question de comment le faire en cohérence avec des États qui, si on parle de métaux stratégiques, il faut identifier des États qui éventuellement produisent ces métaux stratégiques, comme on peut négocier des partages de la valeur et donc notamment de l'extraction et du raffinage dans un certain nombre de pays. Donc voilà, c'est des questions assez fondamentales qui sont posées. Et il y a un autre aspect dans ce renforcement de la résilience qui est lié aux politiques industrielles. Et là, de ce point de vue-là, on a aussi un changement de paradigme au niveau européen et qui s'accélère aujourd'hui, notamment avec l'IRA aux États-Unis, qui est de passer de politiques horizontales. Typiquement en France, c'est les aides aux entreprises, les exonérations de cotisations sociales qui visent toutes les entreprises, les aides à la R&D qui sont indifférenciées avec le crédit d'impôt recherche qui bénéficie de manière disproportionnée aux grandes entreprises, mais qui ne sont pas ciblées sur certains secteurs. Aujourd'hui, on est passé, notamment avec ce qu'on appelle les PIEC, les projets importants d'intérêt économique commun, donc on est passé à une volonté de cibler certains secteurs qui sont définis comme prioritaires stratégiques. Donc, ça peut être les semi-conducteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'aérospatial, le cloud ou le numérique. Il y a un certain nombre de secteurs comme ça qui sont définis et sur lesquels il y a une volonté de financer non seulement des activités de R&D, mais aussi de l'industrialisation, mais aussi de la production. Et là, on passe aussi à une autre dimension, et ça a été évoqué par Nasser, l'idée d'économie sans usine, l'idée qu'on pouvait se spécialiser dans certaines activités de conception, d'innovation, de logistique, dans des services. On a un retour en arrière sur cette dimension-là. Et notamment avec cette question géopolitique qui pose la question du lieu de production d'un certain nombre de produits qui sont stratégiques. Et donc, dans les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, on parle beaucoup plus de production, de lieux de production, et de lieux de production, non seulement pour des produits qui sont à haute valeur ajoutée, mais aussi pour des produits qui sont moins à haute valeur ajoutée, et notamment quand on parle, par exemple, des principes actifs, s'ils ont été délocalisés, c'est parce qu'ils étaient considérés comme étant à moins grande valeur ajoutée que le secteur aval du médicament, qui est un secteur de spécialisation de l'Union européenne. Et donc, qui n'est pas sans contradiction, parce que si on veut moins importer de principes actifs, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on va pouvoir continuer à exporter autant de médicaments, de vaccins, etc., etc. Puisqu'il y a un moment où l'échange, il va dans les deux sens, et donc ça pose la question, sûrement, et qui est à mon avis un impensé complet de tout l'ensemble de ces politiques industrielles, de l'effet sur les acteurs tiers, et notamment l'effet sur les pays du Sud, qui est un impensé complet, à mon avis, de ces politiques industrielles. Mais en tout cas, il me semble qu'on a un vrai changement de paradigme du point de vue de l'Union européenne, non seulement dans le discours, mais aussi dans les embryons d'instruments qui ont été mis en place. Et on a d'autres instruments, notamment sur le filtrage des investissements directs étrangers, qui copient notamment des instruments tels qu'ils existaient aux États-Unis, qui permettent de s'opposer à un rachat quand on considère que c'est des industries stratégiques. On peut avoir aussi des instruments, par exemple, il y a eu un instrument anti-coercition pour se prémunir des éventuelles visées politiques d'États étrangers, une réciprocité dans l'accès au marché public, etc., qui vise à développer, justement, à protéger le marché unique et à protéger les acteurs du marché unique. Ce qui ne veut pas dire que, forcément, il y a un changement de paradigme dans les types d'acteurs qui sont aidés. On est encore dans la logique d'aider des entreprises et dans la logique d'une politique qui est à destination des entreprises.
Mais il me semble que si on va un petit peu plus loin aussi, il y a d'autres mécanismes qui sont envisagés et qui correspondent aussi à un changement de paradigme du point de vue de l'Union européenne, par exemple, quand on pense au mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, qui permet de lutter contre justement cette concurrence sur les normes environnementales. Je pense qu'il y a là aussi un changement de paradigme dans le sens où c'est la première fois, et aussi du point de vue des économistes libéraux, c'est la première fois qu'on met en avant un objectif autre que commercial et on autorise cet objectif autre que commercial, donc l'environnement ici, dans ce cas présent, de redonner de la souveraineté sur les normes environnementales et de limiter la concurrence sur ces normes environnementales. C'est la première fois qu'avec ce mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, on met en priorité cet objectif par rapport à un objectif de commerce, de liberté du commerce. Et je pense que ça, c'est un changement qui est assez important et qui va aussi dans le sens sur les secteurs qui sont jugés comme stratégiques. On s'autorise à sortir du libre-échange, à sortir de la logique de la pure concurrence. Et donc, ce n'est pas un mouvement qui est massif, mais c'est un début de mouvement, à mon sens, au moins au niveau de l'Union européenne, sur des politiques qui sont mises en place. Et qui provient aussi de ce changement géopolitique au niveau international, que ce soit du point de vue chinois, mais aussi du point de vue des États-Unis. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de l'extraterritorialité des lois américaines, des amendes qu'ils ont pu infliger à des entreprises européennes. Voilà, ça, c'est aussi des dimensions qui sont importantes et qui sont importantes dans ce changement de type de politique. Et puis, il y a un autre changement qui, à mon sens, est particulièrement important. C'est du point de vue chinois, c'est aussi la concurrence frontale qu'on observe aujourd'hui du point de vue des entreprises chinoises sur les secteurs de spécialisation des pays occidentaux. Jusqu'à la fin des années, début des années 2010, on avait une spécialisation chinoise qui était très différente des secteurs de spécialisation occidentaux, et en tout cas des secteurs dans lesquels les gouvernements occidentaux voulaient se spécialiser. Aujourd'hui, ça a été évoqué par Nasser, sur la 5G, par exemple, les entreprises chinoises sont à la frontière de la production et de l'innovation, et sont en concurrence directe avec des entreprises européennes ou américaines. Et c'est vrai pour un certain nombre de secteurs et de plus en plus de secteurs. Et donc, je pense qu'il y a aussi un changement dans les types de politiques qui sont mises en place, du fait de ce changement aussi dans le type de concurrence auquel font face les économies occidentales de manière générale. Et donc, voilà, ce double changement a une capacité, s'autoriser, en tout cas dans le discours et dans les politiques qui sont mises en place, à sortir de ce paradigme du libre-échange pour privilégier d'autres types d'objectifs, que ce soit sécuritaires, que ce soit sur des secteurs stratégiques. Et je pense qu'on pourra y revenir peut-être après sur les aspects d'industrie verte qui me paraissent aussi importantes comme levier pour insuffler des changements dans les politiques qui sont mises en place, et aussi sur la question du focus sur la production, et donc les activités, le questionnement sur la localisation des activités de production. Qu'est-ce qu'on produit sur notre territoire et qu'est-ce qu'on accepte d'importer et pour lesquels on accepte d'être dépendant d'autres pays. C'est deux dimensions qui me paraissent nouvelles et importantes, et notamment comme levier d'action qu'on pourra évoquer plus tard. Merci beaucoup, Vincent. Je dois dire que ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que tu viens de nous dire, c'est que les nouvelles politiques qui sont donc mises en œuvre sous l'ombrelle de cette question d'autonomie stratégique ressemblent fort à la manière dont on avait avant de dire qui étaient les politiques de l'État-providence, qui était de dire on investit massivement dans des secteurs d'activité que l'on veut extraire de la loi du marché et de l'économie capitaliste. La seule différence, c'est que la finalité reste la même, et c'est ce que disait Nasser tout à l'heure. Il s'agit toujours d'une finalité capitaliste, et au lieu de financer des États ou des services publics, on va être plutôt dans le financement de multinationales
y compris en acceptant le fait que celles-ci ne soient plus soumises à la concurrence, mais soient des monopoles sur un certain nombre de secteurs. Et je trouve que finalement, et on le voit bien depuis 2008, tout ce qui était les règles, ce qu'on pensait ancré dans le marbre des traités européens sur les lois sur le déficit, par exemple, ou sur cette mise en concurrence, ne tiennent plus lorsqu'il s'agit au final aux États de revenir au secours de ces multinationales et de ces grands secteurs stratégiques, même si derrière, il y a cette question du retour à une économie réelle par rapport à 20 ou 30 ans d'économie plus de services ou informationnel. Il y a eu plusieurs questions entre-temps, mais et qui ont beaucoup attrait aux alternatives. Mais avant d'en venir aux différentes questions du chat, j'aimerais revenir à Nasser et à une question qui est sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, sur la question de ces nouvelles technologies, de la révolution informationnelle, et notamment une question qui se pose entre les relations de cette révolution informationnelle et les multinationales, ce que Frédéric Pocara met également dans le chat, parce qu'une question qui se pose directement lorsqu'on dit il y a eu un changement en termes de matière de production, il y a eu une numérisation d'une partie de l'économie et d'une partie des secteurs d'activité. La question qui se pose directement derrière, c'est est-ce qu'on est voué, comme certains nous le vendent, y compris à gauche, à une armée de chômeurs, finalement, avec la destruction de millions et de millions d'emplois dus à cette numérisation ou dus à cette automatisation d'un certain nombre de secteurs d'activité, ou est-ce que, au contraire, la révolution informationnelle, aujourd'hui, n'efface pas ces emplois pour autant, et comment elle est utilisée, justement, dans ce lien avec le capitalisme? Est-ce qu'elle ne serait pas aussi un début de possibilités d'alternatives, même si sur cette partie alternative, on y reviendra plus précisément par la suite. Et juste, je note, parce que il y a eu pas mal de questions qui ont été posées entre-temps dans le chat, mais notamment une sur les questions de fiscalité, sur lesquelles on reviendra peut-être après, et les fiscalités mises en place par les mesures globales de l'OCDE, donc sur les questions des secteurs numériques, justement, notamment, et également sur la lutte contre l'érosion de la fiscalité des paradis fiscaux. Donc peut-être qu'on y reviendra également dans les alternatives. Mais déjà sur la révolution informationnelle, du coup, Nasser, je te relaisse la parole. Si je peux me permettre quand même un point, je suis d'accord avec pas mal de choses que Vincent a évoquées, mais quand même un point que tu l'as dit, c'est que par rapport à ces politiques européennes et à son, entre guillemets, nouveau discours, parce que nouveau paradigme, à mon avis, il faut être un peu plus réservé. Personnellement, je suis un peu plus réservé pour utiliser cette expression par rapport aux politiques actuelles européennes. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, tu l'as évoqué, c'est la logique du système derrière. C'est-à-dire que est-ce que son nouveau discours, est-ce que ça remet en cause la logique de cette construction européenne qui reste libérale? À mon avis, non. Et donc, tant qu'on est prisonnier de cette logique libérale de cette construction européenne, à mon avis, on reste dans un cercle vicieux, en quelque sorte. Mais deuxième aspect, même dans le cas de son nouveau discours, c'est quand même la cohérence des politiques et du système productif. Et il n'y a pas cette cohérence. Par exemple, on nous parle de relocalisation, mais on oublie de nous dire qu'il y a eu des délocalisations de ces mêmes activités parce que ça veut dire les capitalistes cherchaient des profits plus importants. Donc voilà. Donc je pense que la question de cohérence du système productif s'oppose. Maintenant, Vincent a évoqué un point extrêmement important à mon avis, c'est en quelque sorte la montée, on va dire, du facteur politique dans l'économie. Et ça, c'est très, très important. Par exemple, les Allemands, aujourd'hui, décident d'augmenter leurs dépenses militaires, on va y revenir, mais à qui ils font les commandes? Ils le font aux Américains, principalement. Voilà. Donc, il est très, très difficile à mon avis, de parler dans ce contexte d'un nouveau paradigme, alors qu'il y a toutes ces contradictions. Et ces contradictions, ça se comprend justement dans une logique de compétition et de concurrence interimpérialiste. Maintenant, peut-être un point avant de répondre à ce que tu me disais. Quand même, s'il y a
éventuellement ces aspects-là. Je ne nie pas qu'il y a ce nouveau discours. C'est à la fois la pression des luttes, la pression des réalités, mais je dirais en même temps que c'est peut-être, il était temps que les responsables politiques européens se réveillent un peu. Parce que, d'ailleurs, lorsque Frédéric Bocara dit que, et il a raison, il évoque la question donc de Inflation Reduction Act, et il dit que ça contredit les règles de l'OMC, il a totalement raison, mais les Américains s'en fichent. C'est les Européens, excusez-moi, je suis un peu brutal en le disant comme ça, mais c'est les Européens qui étaient naïfs. C'est-à-dire que tout au long de ces dernières décennies, les responsables européens, y compris français, ont fait preuve de naïveté, alors que les Américains avaient toujours une stratégie pragmatique. Et donc, derrière le discours libéral américain, il y avait toujours un pragmatisme, alors qu'en Europe, il y avait toujours un discours idéologique. Et d'ailleurs, ce discours idéologique, on le voit dans d'autres domaines. Mais il était temps, et tant mieux s'ils se réveillent un peu pour voir que les dogmes ont aussi leur limite. Voilà, donc je ferme la parenthèse pour revenir à la question que je me posais. Bien sûr, on n'a peut-être malheureusement pas le temps de tout aborder, mais je crois que cette révolution informationnelle ouvre les possibilités d'une nouvelle civilisation de partage. Et de partage, ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de, entre guillemets, le plein emploi qu'on nous vend aujourd'hui. Par exemple, on nous dit on arrive bientôt au plein emploi, mais derrière le plein emploi dont il parle, il y a toujours un chômage, il y a toujours une précarité, il y a toujours une dégradation des conditions du travail, il y a un abaissement des normes sociales et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de ça. Je pense que la révolution informationnelle ouvre la possibilité de nouvelles activités, mais en même temps, cette révolution informationnelle nécessite de changer la conception qu'on a de l'organisation du travail. Par exemple, aujourd'hui, on nous dit, voilà, les gens vivent plus longtemps, donc il faut qu'ils travaillent plus. Mais il faut changer les termes de débat. C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que le travail aujourd'hui? Est-ce que le travail, c'est je me lève à 6 heures du matin, je me prépare pour aller au travail, je mets 2 heures de transport, après je rentre chez moi à 20 heures fatigué, je dors, et c'est le fameux slogan métro, boulot, bobo, je ne sais pas quoi, dodo. Voilà. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? C'est autre chose. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si on veut ouvrir le débat sur la révolution informationnelle qui est passionnante, mais c'est un champ, c'est énorme comme champ. Mais pour répondre quand même très brièvement à ta question, cette révolution informationnelle pose la question d'une nouvelle civilisation, donc une nouvelle conception de ce qui est la vie et en son sein ce qui est le travail et le non-travail. Donc tout n'est pas réduit à l'emploi. Bien sûr, il faut que les gens puissent travailler, mais travailler, ça veut dire travailler pour répondre aux besoins de la société. Et donc ça ne veut pas dire qu'on travaille pour satisfaire les exigences des capitalistes. Ça veut dire autre chose. Donc la révolution informationnelle ouvre la possibilité d'une civilisation de partage. Ça veut dire que sur le fond, ce qui est au cœur de cette révolution, c'est effectivement l'information. Et ça, l'information, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est grâce à Paul Bocara, encore une fois, c'est lui qui a beaucoup développé ces théories. C'est l'information, c'est entre guillemets un bien public par excellence et commun par excellence. Ça veut dire que si, par exemple, je détiens, si j'ai une information, je peux la partager avec les autres sans perdre cette information. Donc, si on veut que cette révolution s'épanouisse, il faut partager l'information. Or, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ça au cœur justement de la stratégie des firmes multinationales, c'est que en monopolisant l'information,
ils vont créer des conditions de rente pour augmenter justement la rentabilité du capital. Donc, ces énormes profits qui viennent de ces profits de ces firmes multinationales, là, ça ne tombe pas du ciel non plus. C'est parce que derrière, il y a une stratégie justement de monopole de l'information. Bien sûr, après, il y a aussi la question des marchés financiers, le rôle de la spéculation et tout ça, mais ça, c'est un autre aspect. Mais sur le fond, lorsqu'ils détiennent l'information, ça leur permet de profiter d'une situation de rente. D'ailleurs, on le voit sur la question des brevets, par exemple. On a vu à quel point, par exemple, pendant la crise sanitaire, la question de partage de l'information était indispensable pour arriver le plus vite possible à des vaccins qui permettent justement de résoudre les difficultés des populations. Mais justement, cette révolution informationnelle, lorsque je parle d'une nouvelle civilisation, c'est que la conception, disons, la vision ne peut plus être locale. Cette révolution informationnelle nécessite qu'on ouvre un peu le champ de réflexion, contrairement à ce qui aujourd'hui, il nous parle maintenant de relocalisation. Ça veut dire quoi? Ou de régionalisation. Ça veut dire qu'on va laisser encore tomber l'Afrique, par exemple? Ou bien, on va dire que non, il y a des besoins aujourd'hui dans ce monde à satisfaire. C'était un peu peut-être l'objet de notre troisième point. Et ces besoins-là s'expriment dans une perspective mondiale. Et comment? À partir d'une conception non marchande, ça veut dire une réflexion qui ne met pas la rentabilité du capital en premier lieu, mais la réponse aux besoins des populations dans une perspective mondiale, comment on va générer des activités qui permettent de répondre à ces besoins. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a des possibilités de créer de nouvelles activités. Mais il y a aussi, je pense, il est extrêmement, je l'ai dit, mais je répète, de changer la conception qu'on a de l'organisation du travail. Par exemple, contrairement à ce qu'on dit, travailler au sens classique du terme, il faut peut-être travailler moins. Pourquoi on pense qu'il faut travailler plus? Non, il faut changer la façon dont on travaille, mais entre autres se pose la question, par exemple, des conditions de travail, la durée du travail, l'égalité des femmes et hommes sur le lieu de travail, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'emploi, c'est un problème du travail et la vision qu'on a de la vie en travail et en dehors de travail. Comment on combine ça, mais encore une fois, dans une perspective, à mon avis, mondiale. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que c'est le sujet vaste. Si, merci beaucoup Nasser, je pense que c'est vraiment intéressant et je pense on commence à voir se dessiner là où on veut en venir, c'est que finalement le changement de paradigme dépend de la finalité que l'on attribue, que ce soit à la mondialisation ou que ce soit à la révolution informationnelle pour ce dont on vient de discuter aujourd'hui. Et donc ça me fait une belle transition vers la dernière partie assez rapidement puisqu'il nous reste que 10 minutes, qui est quelles sont les alternatives et les résistances face à cette mondialisation capitaliste, parce qu'on voit aujourd'hui se développer deux choses, on va dire un repli sur soi qui est généré, on a parlé des pays de l'Est de l'Union européenne, on aurait pu parler du Brexit également, et à la fois un repli sur soi politique, tout en restant dans le dogme néolibéral de marché. Et de l'autre côté, on voit émerger au sud notamment un certain nombre d'alternatives, de résistance face à cette volonté du dogme néolibéral. Ici, on pourrait prendre un exemple qui est celui de la prise de présidence de Cuba du G77 plus Chine depuis le mois de janvier, qui réunit 134 pays des Nations Unies, qui est un petit peu la continuité de ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés, même si ce mouvement continue d'exister au sein des organismes des Nations Unies et qui là tend à vouloir développer de nouveaux types d'échanges, ce dont tu viens d'évoquer, qui sont des échanges en l'occurrence non marchands et notamment en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc voir un petit peu quelles sont les alternatives. Il y a eu beaucoup de questions aussi dans du chat sur cette question, notamment sur les questions de fiscalité, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la nécessité ou non de nouvelles institutions mondiales. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience de nécessité de nouvelles institutions ou de nouveaux
nouveaux rapports de force, de nouveaux échanges au niveau mondial. Il y a aussi eu la question de la production et notamment dans le domaine de l'énergie, mais on peut pousser la question un peu plus loin. Est-ce que la décroissance ou la diminution de la production serait une solution et de façon générale, quels sont du coup les potentiels qui existent aujourd'hui, les alternatives, les résistances et comment on voit les choses à ce niveau-là. Vincent, peut-être je te laisse la parole pour 5 minutes et ensuite à Nasser également. Mais Vincent d'abord. D'accord, merci. Donc, ouais, très rapidement, je vais essayer de juste aborder 2 points et qui permettront, je pense, de répondre à 2 questions. Donc, le premier point, c'est justement pour revenir sur ce que j'évoquais justement de changement dans les priorités assignées au libre-échange par rapport ou à la concurrence par rapport à d'autres objectifs. Je pense que l'Inflation Reduction Act, justement, est un exemple assez intéressant peut-être de changement d'attelage des politiques industrielles, puisqu'on a une politique qui vise à la fois décarboner l'économie américaine, réduire la dépendance de l'économie américaine vis-à-vis de la Chine et favoriser l'emploi local aux États-Unis. Et pour le coup, c'est une des premières fois où on a ces 3 attelages, ces trois dimensions en même temps. Et qui vise, et c'était évoqué par la question de Frédéric Boca, oui, un certain nombre des dimensions et des dépenses qui sont engagées vont clairement à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Après, est-ce que finalement, la question qui peut être posée, c'est est-ce qu'en visant ces 3 objectifs, on va tous les manquer? Ou est-ce que justement, en mettant ces 3 objectifs ensemble, ça permet de créer une dynamique pour pouvoir mettre en cohérence une politique de décarbonation avec une politique de reconstruire de l'emploi industriel sur le territoire? Et je pense que c'est une des dimensions qui est importante, et notamment cette dimension de politique environnementale. Parce que ça amène à repenser ce qu'on veut produire sur le territoire, qu'est-ce qu'on veut produire de manière générale, et qu'est-ce qu'on veut produire sur le territoire. Et notamment avec ce que j'évoquais, ce changement, alors on peut penser que c'est un changement de paradigme ou pas, mais en tout cas, du point de vue de l'Union européenne, cette idée qu'on peut mettre en priorité des objectifs qui sont différents des objectifs qui sont au cœur de la construction du marché unique. Et donc, je pense que c'est là aussi où ces changements, que ce soit la nécessité d'une bifurcation environnementale et donc toutes les politiques industrielles qui sont associées, et ce changement d'environnement géopolitique, il donne l'opportunité de repenser le type de production qu'on veut sur le territoire et le type de rapport qu'on veut avec les pays étrangers. Et je pense que c'est justement un outil de prise en main au niveau national et de débat au niveau national sur ces dimensions-là qui apparaît aujourd'hui et qui n'était pas présent il y a seulement 5 ans. Où toutes les politiques qui étaient présentées au niveau européen étaient des politiques qui laissaient la main au marché sur qu'est-ce qu'on produit, où on le produit et quels sont les besoins qui vont être résolus. Juste une deuxième dimension sur les firmes multinationales. Il y avait une question sur quel va être l'impact des réformes qui ont été négociées sur la refonte du système de taxation des entreprises multinationales. C'est un début, encore une fois, c'est qu'un début, parce qu'on a effectivement un début de remise en cause de l'évitement fiscal des multinationales. C'est un début de réancrage des entreprises multinationales vis-à-vis de leur territoire, des territoires où ils ont des activités. Ce n'est qu'un début, ça va clairement pas assez loin. On voit qu'il y a déjà des retours en arrière sur un des piliers qui, pour l'instant, n'avance pas, sur le premier pilier qui vise notamment à taxer les entreprises du numérique, qui n'avance pas. Mais la taxation minimum à 15% semble avancer, même si elle ne va clairement pas assez loin avec des taux qui sont beaucoup trop faibles. Mais c'est une première dimension de re-ancrer les entreprises multinationales à leur territoire d'activité. Je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent être mobilisés, notamment les types de lois sur le devoir de vigilance qui obligent les entreprises multinationales
à prendre en compte les types de production de leurs filiales et de leurs fournisseurs. Et donc ça, encore une fois, c'est créer de l'extraterritorialité pour les bonnes raisons. Justement, pouvoir réimposer des normes sociales, environnementales, nationales à des activités à l'étranger et donc limiter cette concurrence internationale. Voilà, je m'arrêterai là pour ne pas prendre trop de temps, mais je pense que c'est deux dimensions qui permettent aussi de penser dans les années qui viennent, peut-être de manière modeste, mais une évolution du système. Je te remercie beaucoup, Vincent. Et d'ailleurs, sur cette question de l'extraterritorialité et du devoir de vigilance, c'est un des textes qui est négocié actuellement au sein du Parlement européen sur les questions des droits de l'homme, qui ne sera malheureusement, je le crains, pas aussi abouti que ce que l'on aurait souhaité, mais en tout cas, il reste beaucoup à faire, y compris dans les enceintes multilatérales comme l'ONU, puisque c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les pays en voie de développement. Nasser, du coup, je te laisse également conclure sur ces questions de perspective et de résistance pour finir sur une note peut-être un peu plus joyeuse. Voilà, donc Denis Durand parlait de la crise de mondialisation, à juste titre. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette crise par la démondialisation. Donc, il nous faut une autre mondialisation. Et cette autre mondialisation, à mon avis, nécessite de changer, effectivement, de partir de cette logique de révolution informationnelle qui est le partage. Donc, je ne vais malheureusement pas temps de développer, mais de dire qu'il faut sortir des règles du marché, des règles marchandes, et de développer les activités non marchandes, et donc de développer les services publics, par exemple. Voilà, comment, par exemple, de façon concrète, au lieu de dire que nous allons relocaliser les activités, comment nous allons aider aux autres peuples aussi de se développer pour, en même temps, générer des activités. Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Par exemple, il y a quelques décennies de ça, EDF développait des activités et des emplois en France en créant des possibilités d'électrification dans les villages africains. Donc voilà, des exemples concrets de comment on peut développer l'activité en France ou en Europe tout en répondant aux besoins des autres peuples. Donc je pense le point de départ, et je pense que c'est extrêmement important, il ne faut pas oublier ça, c'est que vous avez vu les dernières perspectives démographiques, plus de la moitié de la planète va vivre en Asie, une grande partie de la population va vivre en Afrique et en Amérique latine, et ce qu'on appelle les pays industrialisés vont avoir un déclin démographique. C'est une donnée fondamentale. Il est illusoire de penser qu'on va pouvoir relocaliser, garder tout pour nous dans les pays entre guillemets industrialisés et laisser les autres peuples se débrouiller. C'est impossible. Donc, si on veut, encore une fois, s'il y a un nouveau discours au sein de l'Union européenne, c'est tant mieux, c'est y compris parce qu'il y a eu des luttes. Donc, ça montre l'utilité des luttes. Par exemple, Vincent évoquait la question de la fiscalité, même si ce n'est pas beaucoup, mais s'il n'y avait pas de luttes, il n'y avait même pas ça. Donc, c'est déjà bien, mais ce n'est pas ça qui va répondre aux défis qui sont posés à l'humanité, parce que c'est effectivement vraiment l'avenir de l'humanité qui est en cause. Sans donc entrer vraiment dans les détails, je pense qu'il y a, à partir de ça, c'est-à-dire il y a des besoins. N'oublions pas, aujourd'hui, par exemple, là, une grande partie de la population mondiale vit avec moins de 2 $ par jour. Or, chaque vache dans l'Union européenne a des subventions de plus de 2 €. Et au Japon, c'est à peu près 6 €. Donc, comment on peut vivre dans un monde où les vaches des pays développés sont mieux traitées que les êtres humains dans les pays sous-développés? Ce monde est intenable. Ce monde est intenable. Maintenant, au-delà de discours et de généralités, il y a des thèmes concrets à partir de discussions qu'on a eues et sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour bâtir un nouveau monde, une autre mondialisation. J'ai évoqué, par exemple, la question donc, des services publics pour lutter contre la pauvreté, contre la faim dans le monde et ainsi de suite. C'est la question de l'environnement, parce que l'avenir,
de l'humanité, en quelque sorte, menacée par cette crise écologique. Et on ne peut pas dire aux autres peuples, vous n'avez pas le droit de vous développer parce qu'on a des problèmes de sécheresse en France. On ne peut pas. Les autres peuples ont besoin aussi de se développer. Après, donc, il faut changer le modèle. Tu parlais de décroissance. Non, il ne s'agit pas de décroître ou croître. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de mieux répondre aux besoins des populations. Non pour augmenter la rentabilité du capital, mais pour répondre aux besoins des populations. Ce qui est en cause, ce n'est pas qu'on a produit, c'est qu'on a produit au détriment des êtres humains et au détriment de l'environnement. C'est ça qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Je pense que parmi les éléments, parce que ça a été évoqué par certains, par exemple, lorsqu'on parle des stratégies interimpérialistes, aujourd'hui, le dollar est la monnaie de fait mondiale. Et donc, si les Américains peuvent faire des choses, entre autres, je ne dis pas que c'est l'unique facteur, c'est parce qu'ils disposent de cette monnaie. Donc, on peut, à partir, par exemple, de cette réalité que le dollar pèse sur l'humanité aujourd'hui, construire des rapports de force pour mettre justement, pour faire face à cette dictature du dollar. Un autre élément extrêmement important, et on est au cœur du sujet, c'est la paix et le désarmement. Je pense qu'on oublie, on a toutes les raisons de s'inquiéter du réchauffement climatique. Donc, il est absolument nécessaire, d'ailleurs, j'ai dit, lutter contre ça, Vincent l'a dit aussi, c'est un élément de réponse à une alternative à cette mondialisation. Mais on oublie que l'humanité peut disparaître en quelques secondes à cause de l'existence de ces arsenals nucléaires. Donc, voilà. Donc, la paix et le désarmement, je pense que ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour construire une alternative à cette mondialisation capitaliste. Mais pour finir, c'est la question de la démocratie. C'est la question de la démocratie. Par exemple, on nous parle on a dit, le rôle des firmes multinationales dans cette mondialisation. Donc, comment on peut générer et renforcer les mécanismes démocratiques, c'est-à-dire les mécanismes d'intervention des travailleurs sur les choix de gestion de ces firmes multinationales? Voilà, comment on améliore les mécanismes démocratiques dans l'entreprise, à la fois les salariés et les usagers, en quelque sorte. Mais démocratie aussi au niveau des États-nations. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez une population qui est contre une mesure, contre une politique, alors que les gouvernants ont, voilà, donc autre chose qu'ils mettent en place. Et démocratie au sein des institutions internationales aussi. Parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que dans ces institutions, aujourd'hui, c'est pas, même si numériquement, les pays en voie de développement sont très importants, mais on le sait, dans la réalité, ce n'est pas ces pays-là qui ont leur voix. Voilà. Donc, comment on respecte la démocratie et comment on renforce le mécanisme démocratique dans ces institutions. Donc, je pense que vraiment, pour bâtir une alternative à cette mondialisation capitaliste, parce que cette mondialisation capitaliste est antidémocratique. Les lois de marché, la finance, ça tue la démocratie. Il faut le savoir, ça tue. Donc, un enjeu fondamental, donc, c'est comment on va démocratiser à la fois au niveau des entreprises, au niveau des États-nations et au niveau des institutions internationales. Et donc, dans tous ces domaines-là, on voit que l'Union européenne et la France ont une grande responsabilité à jouer. Et donc, est-ce qu'on va, pour aller très vite, parce qu'on n'a pas le temps, est-ce qu'on va courir derrière les Américains et donc on va entrer dans une nouvelle guerre froide ou au contraire, on sort de cette logique de concurrence et de compétition parce qu'il ne s'agit pas de dire mais nous, on ne va pas avec les Américains, on va avec les Chinois. Ce n'est pas ça. Dans mon optique, c'est qu'il y a des intérêts communs partout aujourd'hui dans le monde. Et donc, à partir de ces intérêts communs,
on peut créer des rapports de force pour mettre à l'échec cette mondialisation capitaliste. Et merci beaucoup Nasser, et je pense que c'est vraiment le mot de la fin. On a vu ici les différentes possibilités, que ce soit à court terme sur un certain nombre de politiques, et également le projet de société que l'on voulait dégager à travers ça. Mais je pense que le mot-clé de tout ça, c'est effectivement que seules les luttes payent, dans l'optique où il faut construire un rapport de force, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau mondial, pour pouvoir faire en sorte que ce dogme libéral soit modifié, soit transformé, soit révolutionné, et passer effectivement vers un nouveau changement de logiciel ou de paradigme, vers une mondialisation qui serait une mondialisation par et pour les êtres humains et pour l'environnement. Voilà, je vous remercie beaucoup, et on va devoir arrêter là, mais c'était passionnant, et j'espère pouvoir vous revoir bientôt pour pouvoir prolonger ce débat, et notamment sur les questions de la nature des institutions et des luttes que l'on peut mener au niveau international. Merci à tous, et merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.